Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec un invité spécial, le docteur Denis Coster, spécialiste en biohacking et auteur du premier livre français de biohacking. Bonjour Denis. Bonjour, ravi d'être ici, ravi d'être devant la communauté Alpha Body pour ce podcast exceptionnel. Donc Denis, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour que les gens sachent qui tu es et comment t'en es arrivé là? Ok, donc Denis Coster, je suis médecin anesthésiste réanimateur en clinique. Je me suis formé à différentes techniques de santé corps-esprit parce que je me suis rendu compte que notre santé, que notre système de santé, que notre médecine était très forte pour soigner la maladie, mais je trouvais qu'elle pêchait un peu par rapport à la prévention de la santé. Donc, je me suis intéressé à la santé corps-esprit. C'est ce qui m'a conduit à me former au coaching, à l'hypnose. Et puis ensuite, je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin. Donc, j'ai découvert la médecine anti-âge, c'est-à-dire l'idée d'utiliser les techniques de médecine non plus pour soigner la maladie, mais plutôt pour prévenir du vieillissement. Et je me suis dit qu'on pouvait aller encore plus loin en utilisant justement toutes ces techniques pour le corps, les mélanger avec des techniques également de l'esprit et aller non plus vers la prévention, mais aller vers l'optimisation. Et c'est comme ça que finalement, j'ai découvert le biohacking, qui est une méthode justement d'optimisation des capacités physiques et mentales qui cartonne aux États-Unis, puisqu'ils aiment beaucoup tout ce qui est productivité, longévité. Et voilà, c'était un petit peu, on va dire, une synthèse de tout ce qui avait pu me guider. Donc productivité, énergie, longévité. Voilà, tout ce qui est optimisation, en fait, l'idée, c'est biohacking. Il y a deux termes. Bio, c'est la vie. Hacking, c'est la prise de contrôle. L'idée, c'est donc de prendre contrôle de notre vie, mais en prenant le contrôle de notre biologie. Tout part de notre biologie, c'est quelque chose qui te parle bien évidemment. Donc, tout part de notre biologie. On prend le contrôle de notre vie en maîtrisant notre environnement interne et externe. L'environnement externe, c'est par exemple la pollution, l'alimentation, le stress que l'on subit. Tout ça, c'est l'environnement externe. Notre environnement interne, ça va être nos pensées, nos émotions, mais également nos hormones, notre système immunitaire, notre digestion, notre microbiote. À partir du moment où on arrive à avoir une certaine maîtrise de ces environnements, on peut maîtriser notre vie. Ok, alors, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'a jamais entendu de biohacking, quels sont des effets concrets que je peux avoir, pas demain, mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, si je m'y mets en fait? Qu'est-ce que je peux obtenir dans ma vie? Alors, à la fois, on va dire que le biohacking va être une cause et une conséquence d'un mieux-être. Je dirais que se mettre au biohacking va permettre bien évidemment d'avoir par exemple une énergie plus importante, un sommeil plus important, une meilleure digestion. À l'inverse, effectivement, le fait de travailler notre digestion, de travailler notre sommeil, de travailler notre gestion du stress va nous permettre d'être en meilleure santé. Donc, c'est vraiment à la fois une cause et une conséquence. Il y a une espèce de mode ou de recherche un peu du Graal, de se dire quelle est la substance que je vais pouvoir prendre ou m'injecter, qui me rendra meilleur, qui me rendra plus fort, etc. Le biohacking se base sur des éléments qui vont être naturels si possible et très simples. Et après, effectivement, on peut aller vers des choses beaucoup plus complexes. Quand tu me dis quels sont les bénéfices, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette idée d'une optimisation. En fait, le biohacking a 3 phases. Première phase, on va chercher à déterminer les déséquilibres potentiels qu'on va trouver chez l'être humain. La deuxième phase, ça va être d'équilibrer ces déséquilibres. Et la troisième phase, et une fois seulement qu'on a fait les 2 premières phases, on peut utiliser les techniques de biohacking pour optimiser. Et ça, c'est vrai pour tout. Par exemple, si on prend un sujet que j'aime bien évoquer, la motivation. La motivation, qui est quelque chose qui est très très important également dans ton domaine. La motivation, on va dire que de base, ça va être des pensées, ça va être une volonté. Mais quand on regarde au niveau biologique, la motivation, c'est un neurotransmetteur, c'est la dopamine. D'accord. On sait très bien, par exemple, que cette dopamine, c'est un petit peu comme si le matin, on se levait avec un stock de dopamine. Et si on utilise bien notre stock de dopamine, on va l'utiliser à bon escient et ça va être extra, on va pouvoir en bénéficier. Par contre, on peut aussi gâcher notre dopamine. Si on gâche notre dopamine avec l'utilisation des réseaux sociaux, par exemple, puisque c'est très addictif, la dopamine, c'est la motivation, mais c'est aussi l'addiction. Si on gâche notre dopamine,
bah forcément, on ne va pas pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, une fois qu'on a évité de gâcher, par exemple, notre dopamine, on peut voir comment optimiser notre dopamine. On sait que au moins 50 à 60% de la dopamine est fabriquée par le tube digestif. Donc, on sait très bien qu'une alimentation qui ne correspondrait pas à notre physiologie va altérer notre deuxième cerveau, hein, donc le tube digestif, et va diminuer notre stock de dopamine. Une fois qu'on a équilibré ça, à ce moment-là, on peut prendre des compléments alimentaires qui vont favoriser la dopamine. Et puis, une fois qu'on a fait ça, éventuellement, on peut même utiliser des plantes dites adaptogènes ou d'autres substances qui vont permettre d'accroître la dopamine. Donc, c'est vraiment cette idée de comprendre que d'abord, on gère les déséquilibres qu'on aura dépistés et après seulement, on peut optimiser. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, la dopamine, c'est les petits points. C'est comme des petites étoiles que tu peux utiliser dans ta journée. Donc, c'est comme si tu en avais, on va dire, 25. Voilà. Et si tu les utilises pour des mauvaises choses ou simplement des choses qui servent un peu à rien, tant pis, tu les as quand même gâchées. Donc, la première chose, c'est de se comprendre le mécanisme biologique de la motivation Tout à fait. et de les allouer tes points de motivation aux bonnes choses. Et ça, c'est vraiment très, très important. C'est-à-dire que ils le savent très bien en créer les réseaux sociaux. Hein, tous ceux qui ont créé des réseaux sociaux savent très bien qu'en fait, ils créent des espèces de récompenses immédiates. En fait, toutes les fois où on a notre téléphone qui vibre, qu'on a une notification, tiens, quelqu'un a mis un pouce, quelqu'un a mis un petit cœur sur un de nos commentaires, ou tiens, je vois des images de chats, je vois des images de gens heureux, ça me fait un petit shoot de dopamine. Ce petit shoot de dopamine, effectivement, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, ça me fait un petit kiff, mais en même temps, ça me gâche mon énergie C'est mentale. cette énergie que tu aurais pu faire pour faire un projet important pour toi, Complètement. pour aller au sport, voire même pour prendre du temps avec les gens que tu aimes, Tout à et que fait. tu es en train de vider en fait ce stock. Exactement. Et en fait, le problème de ces réseaux sociaux, c'est que ça va polariser totalement l'attention de notre cerveau. Il y a la vue, hein, ça va utiliser donc différents sens. La vue, on a l'ouïe, puisque souvent il y a des musiques ou il y a des paroles. Il y a le côté kinesthésique C'est vrai, c'est vrai. de bouger. Et donc tout ça, ben forcément, ça va polariser le addictif. cerveau et c'est très très vite addictif. La dopamine, c'est la motivation, la concentration, mais c'est également l'addiction. Il y a deux faces dans la dopamine. Voilà, donc ça, c'est Donc un l'addiction au jeu de casino, en fait, c'est ça, c'est la dopamine qui est toujours activée, exactement. comme un petit rat de laboratoire. Tout à fait. Je veux plus, Mais on est dedans. comme ça en boucle. Et c'est vrai que, voilà, par exemple, comprendre les neurotransmetteurs, hein, la dopamine est un neurotransmetteur, donc ça fait partie de la neurochimie. Hein. Comprendre la neurochimie, comprendre le fonctionnement biologique du cerveau et l'utiliser à bon escient, ça fait partie du C'est biohacking. du biohacking. Donc si je comprends bien, il y a deux versants. Un, utiliser ta dopamine. Et deux, tu as quand même des choses à faire pour l'augmenter, c'est ça? Tout à fait. Donc si tu devais nous donner quelque chose de concret pour les gens qui m'écoutent, les alphas, c'est des gens très pratico-pratiques Eh ben, on qui ont va envie de pratico-pratique. réussir tout de suite à implémenter une chose dans leur vie. Qu'est-ce que tu donnerais déjà dans le versant bien utiliser sa dopamine et ensuite on parlera de l'optimiser? Bien sûr. Donc déjà, pour éviter de la gâcher, éviter les réseaux sociaux, hein. D'ailleurs, c'est intéressant, je me permets juste une petite anecdote, hein. Tout à l'heure, tu avais fait la remarque que tu avais supprimé ton Insta et que régulièrement tu supprimais ton Insta Ouais. justement pour t'empêcher. Ouais. Parce que voilà, on a tous nos moments de fatigue, de entre guillemets, «de faiblesse» et il y a des moments où on a envie tout simplement de swiper sur notre téléphone et puis finalement ça nous fait du bien, mais on se rend bien compte que c'est futile et que ça n'apporte strictement rien. Donc déjà, éviter de gâcher la dopamine. Ensuite, bien comprendre, comme je le disais, que cette dopamine est fabriquée essentiellement dans le tube digestif. Donc l'idée, c'est d'aller à la pêche, je dirais, de ce que les Américains appellent, en référence à Superman, la kryptonite. La Ouais. kryptonite, c'est tout ce qui abaisse notre énergie. Nous avons tous des choses qui vont abaisser notre énergie. D'accord. Alors moi, je donne un exemple qui est personnel. Mon petit plaisir quand j'étais jeune, c'était mon petit lait chocolaté au goûter. Je prenais tout le Ok. temps ça, ma pile Ouais. de chocolat. Et puis progressivement, au cours des années, je me suis rendu compte que après avoir pris cette poudre de chocolat et qui pourtant me faisait tellement plaisir, j'avais le ventre qui gargouillait un peu et bon, je finissais aux toilettes. Je vais pas te faire le dessin, mais en fait, j'ai fait des analyses qui ont confirmé que j'étais intolérant au lactose. D'accord. À partir du moment où on mange quelque chose dont on est intolérant, on va avoir des troubles digestifs. Qui dit trouble digestif dit bien souvent une atteinte des microbes qui sont au sein de notre tube digestif que l'on appelle le microbiote, hein, qui sont une source de microbes qui nous aident. Et à partir du moment où on a un déséquilibre dans ce microbiote qui fabrique entre autres
les neurotransmetteurs, on va avoir potentiellement une carence en dopamine parce qu'on aura un déficit au niveau de la digestion, au niveau de la production digestive de neurotransmetteurs. Donc, c'est pas seulement en fait les booster, mais c'est éliminer les choses Tout à fait. Commencer toujours par éliminer la kryptonite. Toujours commencer par voilà. Ensuite, il y a des choses très simples qui vont augmenter la dopamine. Prendre une douche froide, ça paraît tout bête, mais le matin, c'est pas forcément agréable. Ouais. On pourra revenir sur la douche froide pour le concept d'hormèse, mais prendre une douche froide le matin augmente la dopamine. D'accord. Ça, c'est des choses qui sont vraiment Mais très pourtant, ça intéressantes. prend de la volonté de la prendre la douche froide. Mais justement, c'est ça qui est super, c'est que spontanément, notre corps, il a envie de dire non, j'y vais pas. D'accord. Non, j'y vais pas, mais à partir du moment où on le force à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, on va l'obliger à résister à ce stress. Ce fait de s'imposer à un stress Ok. pour lequel on va être résilient, D'accord. c'est ce que l'on appelle l'hormèse. Du coup, il faut s'exposer régulièrement à son ex aussi. Peut-être, éventuellement. Alors, bon, ça dépend si ça fait trop mal au cœur, mais en tout cas, la douche froide, au moins, c'est D'accord. pas tellement gênant. C'était une blague, le faites pas. L'idée, non, parce que tu me demandais un truc concret, mais un truc aussi bête que ça. Le matin, vous pouvez très bien prendre une douche à température normale, vous finissez par 30 secondes de Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire parce que souvent les gens pensent il faut faire toute la douche froide Non, et là ça complique le savonnement et bien sûr. Et puis en l'occurrence, par exemple, faut être clair. Moi, la douche froide, personnellement, c'est pas un kiff. Maintenant, c'est vrai que je reconnais que quand je me suis entraîné le matin après une séance de cardio ou de muscu, je sais que t'es pas fan du cardio, mais en tout cas, c'est plus nuancé que ça. et en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai échauffé mon corps, la douche froide, elle est beaucoup plus acceptable Ouais. et acceptée. Donc, voilà, l'idée, c'est de prendre une douche à température normale et après de refroidir. Mais c'est vrai que voilà, il y a des techniques aussi respiratoires qui permettent de rendre ça plus facile. Ça a beaucoup été développé par un gars qui s'appelait Wim Hof, qui est très connu, Iceman. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont bonnes pour la dopamine. C'est bon également pour l'énergie. Là encore, on pourra revenir sur le concept de l'énergie. Après, si vraiment on va chercher des compléments alimentaires, il y a un complément alimentaire qui s'appelle la tyrosine et qui a une forme plus intéressante qui s'appelle la N-acétyl-L-tyrosine, Ouais. ALT. C'est un complément alimentaire qui, semble-t-il, permet d'augmenter la dopamine. Il y a plusieurs personnes dans une équipe de Stanford qui insistent sur le fait que ça peut être bien avant de faire un travail ou avant d'avoir besoin de se concentrer, d'être motivé, de prendre de la N-acétyl-L-tyrosine. Voilà. J'entends aussi que c'est bon quand tu es un peu déprimé, ça. Alors, c'est intéressant. On pourrait parler de la dépression, mais sans aller trop loin dans la dépression, en fait. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Parce qu'il y a un dogme ancien qui considère que la dépression, c'est une carence en sérotonine. La sérotonine, c'est un autre neurotransmetteur, c'est le neurotransmetteur de la sérénité. Oui. Et en fait, les médicaments, la plupart des médicaments contre la dépression sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Je ne vais pas donner de marque, mais vous savez, un médicament commence par P qui finit par C, qui est assez connu, qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine qui cherche justement à augmenter le niveau de sérotonine au niveau du cerveau. Bon, il a été montré que ça ne marche pas dans près de 40% des cas, parce que justement la dépression n'est pas forcément que due à une carence en sérotonine. Ça peut être dû à une carence en autre neurotransmetteur qu'on appelle le GABA. Ça peut être dû à une carence en dopamine, puisqu'il y a des gens qui sont déprimés en mode triste. Ça, effectivement, ça serait de la sérotonine. Il y a des personnes qui sont déprimées en mode j'ai plus d'énergie, j'ai les pensées qui vont dans tous les sens. C'est plutôt le GABA qui manquerait. Il y a des personnes qui sont déprimées en mode je n'ai plus l'énergie, j'ai plus l'énergie mentale d'aller m'entraîner pour Alpha Body. Ça, effectivement, serait plutôt de la dopamine. Donc, la dépression, il y a un mot, mais il y a plusieurs choses derrière. Il y a plusieurs causes. Dans les causes, il peut y avoir aussi la neuroinflammation. Quand tout à l'heure, je parlais de cette histoire de ces aliments qui sont nos kryptonites, non seulement ça va abîmer notre microbiote, mais en plus, ça peut créer une inflammation au niveau du tube digestif. Cette inflammation, elle peut avoir une conséquence au niveau de tout l'organisme, au niveau des articulations par exemple, et même au niveau du cerveau. On peut avoir une inflammation du cerveau
parce qu'on mange mal. D'accord. Donc la neuroinflammation serait aussi une des causes de la dépression. Donc on en revient toujours concrètement à la base qui est l'alimentation, quoi. L'alimentation, de toute façon, Mmh. ça sert à rien d'aller chercher des choses compliquées Des quand on compléments alimentaires ésotériques. moi je suis Voilà. hyper chaud pour les compléments alimentaires, mais à Moi partir aussi. du moment où, Si on me connaît, on sait que je suis hyper chaud. voilà, moi je prends des compléments alimentaires, Mmh. enfin Mais ça après sert à rien d'en prendre mais si ça on sert n'a à pas rien, ça sert à les rien. fondements. Je vais donner un exemple, à la fois tout bête et relativement complexe par rapport, aux compléments alimentaires. C'est juste pour faire comprendre. Donc on fait une petite digression, sur la longévité. Heu, il y a différentes causes moléculaires, et cellulaires du vieillissement OK. cellulaire. Il y a un marqueur du vieillissement cellulaire qui est ce que l'on appelle le raccourcissement des télomères. Les Oui. télomères, ce sont les extrémités de nos chromosomes. OK. Pour aller donc au niveau, pour être simple, nous avons dans nos cellules de l'ADN, c'est Mmh. notre code génétique. Notre ADN est regroupé sous forme de chromosomes. Mmh. Nous avons donc 23 paires de chromosomes. Et au bout de ces chromosomes, il y a une extrémité que l'on appelle les télomères. Et à chaque fois que les cellules se divisent, les télomères ont tendance à raccourcir. Donc le raccourcissement des télomères, c'est un des marqueurs du vieillissement. Ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se disent mais c'est extraordinaire, il faut qu'on trouve des compléments alimentaires qui vont rallonger ces télomères. Comment on peut booster les enzymes qui s'appellent les télomérases de ces télomères? Mmh. Il y a par exemple un complément alimentaire qui s'appelle l'astragale qui, semble-t-il, permettrait de rallonger les télomères. Donc peut-être d'augmenter la longévité. Mais n'empêche qu'on sait aussi que le stress raccourcit les télomères. D'accord. Et qu'à l'inverse, on sait que la méditation, semblerait-il, pourrait rallonger les télomères. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on se dit, tiens, je veux vieillir moins vite, je vais me gaver d'astragale. Mais à côté de ça, je suis super flippé. Ça sert à rien. Et en fait, c'est des effets. J'ai mes- Peut-être que les gens ne le savent pas, mais j'ai un passé scientifique. Donc j'ai Un fait lourd maths passé sup. scientifique. Et du coup, ouais, un autre. Et il y a cette notion de négligeable par rapport. Tu sais, quand tu fais le plus grand que, mais t'en fais deux. Oui, Le, tout le à fait. signe, et il y a une grandeur qui est négligeable par rapport à une autre, ou une variable qui est négligeable par rapport à une autre. Et ça, c'est toujours un thème qui m'a passionné, si on le transpose à la notion de nutrition. C'est-à-dire que ou de santé. C'est-à-dire que tu peux te gaver d'astragale, mais peut-être que ça aura un effet de 1 Oui, exact. par rapport au fait de ne pas être stressé, qui aura fait un effet de 100. Mais Donc bien en fait, l'effet astragale, il est négligeable par rapport à l'effet de déjà ne pas être stressé. Donc faut réfléchir au grand levier. D'ailleurs, maintenant que je suis entrepreneur, c'est un peu la même chose. Je me dis, attends, est-ce que vraiment de me casser la tête à faire ce contenu-là, ça va changer la vie de mon entreprise ou nanana, alors que j'ai un grand levier ici qui n'est pas géré, c'est peut-être qu'il me manque 3 commerciaux dans mon équipe. Bah, c'est exactement la règle c'est le Pareto, hein, c'est Ouais. le 80-20. Ouais. C'est vrai pour l'entrepreneuriat, c'est vrai pour la santé. Mm. De toute façon, c'est toujours la règle du 80-20. Ouais. C'est a priori 20% de tes efforts, ça va générer 80% de résultats et vice-versa. Donc, Tout à fait. c'est vraiment quelque chose qui est vraiment fondamental à comprendre. Quand tout à l'heure je parlais d'éviter de gâcher sa dopamine, c'est exactement la même chose, c'est du 80-20. De toute façon, il vaut mieux orienter notre motivation, notre concentration dans ce qu'on sait faire, dans là où on est bon, plutôt que de s'échiner, à s'épuiser à faire des choses dans lesquelles on n'est pas performant. C'est quoi cette phrase? C'est la perfection, c'est pas quand il n'y a rien à rajouter, Voilà, c'est quand il n'y quand a plus rien à il y a plus rien à retirer. voir. Ça, c'est Léonard de Vinci qui dit ça, hein. D'accord. Alors attends, là, est-ce que c'est Léonard de Vinci ou non, Léonard de Vinci disait non, ce que tu viens de dire, c'est Saint-Exupéry. Léonard de Vinci disait que la simplicité est le stade ultime de la sophistication. Voilà, D'accord. je confondais les deux rêves. Donc finalement, le stress, donc dans ce que tu me dis, Ouais, aura un impact beaucoup plus grand bien évidemment. que négatif Exact. que le fait de prendre un petit complément alimentaire n'arrivera jamais à surcompenser, on est d'accord. Ça, c'est une évidence, mais Mais tout le monde est stressé aujourd'hui. évidemment. Qu'est-ce qu'on fait en fait concrètement? Par quoi tu commences? Si tu es quelqu'un qui te dit, ok, je vais vieillir trop vite. En plus, là, tu es en train de me stresser parce que tu me dis, si je suis stressé, en tant que chef d'entreprise, je suis stressé tous les jours. Et du coup, je vais vieillir trop vite. Donc, je fais quoi en fait? Ouais, non, parce que toi, tu as une bonne hygiène de vie, donc tu vas pas Ou vieillir. alors quelqu'un qui Mais, viendrait te voir. mais c'est sûr que Ouais. en fait, quand on revient au basique, le stress
est un facteur de vieillissement. Ça se voit au niveau des télomères, ça se Ok. voit au niveau même du cœur. Il y a plein de facteurs. Mhm. Donc le stress, voilà, c'est quelque chose qui est problématique par rapport au vieillissement. De toute façon, quand je reviens au basique, c'est évident que ça ne sert à rien d'aller chercher des compléments alimentaires, ça ne sert à rien d'aller faire de la technologie, ça ne sert même à rien, là je vais très loin dans les techniques de biohacking, par exemple, telles qu'elles sont faites aux États-Unis, Mhm. type injection de cellules souches ou des choses comme ça. Ça sert à rien de faire tout ça tant qu'on n'a pas la base. La base, c'est éviter le stress, mieux dormir, mieux manger et avoir une activité physique. Sans parler sport, mais Mhm. au moins activité physique. À partir du moment où on a déjà ces éléments, on est bon. Concernant le stress déjà, il faut comprendre ce qu'est le stress, ce que signifie le mot stress D'accord. et bien comprendre également ce que ça fait en nous. En fait, moi, je reprends toujours cette métaphore qui m'a été transmise par un de mes profs. En fait, le stress, si on imagine que ma main est une plaque de métal, si je la tords comme ça, je la stresse, et quand je relâche, je lui donne de l'énergie. Donc le stress, à la base, c'est quelque chose qui est censé nous rendre plus forts. Ok. D'accord. Mais que ce soit un métal ou un être humain, il y a ce qu'on avait appelé un point de rupture qui fait qu'il y a un moment où on va être à un stade au-delà duquel ma plaque de métal va plus pouvoir revenir à sa forme initiale et va rester tordue. Et c'est vrai également Mhm. pour l'être humain. L'idée, c'est de comprendre, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette exposition au froid ou à cette idée d'aller provoquer du stress, Mhm. ça va nous permettre justement de mieux résister au stress. Le fait d'aller prendre des douches froides par exemple régulièrement, ça va permettre de mieux gérer le stress. Pourquoi? En fait, il faut comprendre que quand on expose notre corps à un stress, notre corps a besoin de plus d'énergie. S'il a besoin de plus d'énergie, c'est-à-dire que nos cellules ont besoin de plus d'énergie. Ok. Pour avoir de l'énergie, nos cellules fabriquent une molécule qui s'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, Mhm. qui est fabriquée au sein d'usines à énergie qui s'appellent les mitochondries. Donc, quand notre corps a besoin de plus d'énergie, il faut qu'il produise plus d'ATP. Quand il produit beaucoup d'ATP, il va produire également des déchets de cette production d'énergie, qui sont des oxydants. Mhm. Donc concrètement, plus je veux avoir de l'énergie, plus je vais produire des déchets, des oxydants. Ok. Donc il faut que j'ai ce qu'on appelle les fameux antioxydants pour éliminer ça. D'accord. Donc en obligeant mon corps à produire plus d'énergie, je l'oblige aussi à créer plus d'antioxydants. Comme il est habitué à créer plus d'antioxydants, il sera prêt, quand j'aurai besoin une autre fois d'énergie, à éliminer les déchets. Tu vois, l'idée, c'est obliger le corps à produire un système de défense contre le stress, de manière à anticiper le stress du futur. Donc en fait, c'est un peu la muscu, quoi. C'est comme une muscu de l'esprit. Mais Muscu du stress. c'est un stress. En Ouais. fait, qu'est-ce qui se passe? La muscu, c'est un stress et une résilience. Ok. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la muscu? On casse les fibres, Mhm. on les casse, on les abîme. Mhm. Ah oui, mais on les abîme, mais on les renforce parce qu'on les a abîmés. Si on ne les a pas abîmés, on ne peut pas les renforcer. C'est exactement la même chose, et ce que tu dis est tout à fait pertinent. Mhm. C'est une musculation de l'esprit. À partir du moment où on s'expose à un stress, que ce soit un stress biologique ou un stress psychologique, on devient plus fort, on devient plus résilient. On devient, même ce terme est également utilisé, ce qu'on appelle antifragile, hein, Ouais. en référence à un livre d'un Nicolas Taleb, Mhm. qui utilise ce système de dire qu'à partir du moment où quelque chose est solide, on peut le casser. À partir du moment où quelque chose est résilient, une fois que le stress s'est arrêté, il retrouve son état de base. Et lui, il considère que l'antifragilité, c'est au contraire devenir plus fort grâce au stress. Finalement, Ok. la musculation, c'est de l'antifragilité. On devient plus fort, c'est un peu Ouais. c'est un peu le but de la manœuvre. D'accord. Et là, tu as parlé beaucoup de la partie biologique. Mhm. Moi, un thème qui me passionne aussi, c'est tout ce qui est psychologie et thérapie. Euh, Parce que tu prends deux personnes. La personne que j'étais, par exemple, il y a quelques années, là, ce que je vis en tant qu'entrepreneur, j'aurais pas pu le gérer, tu Mhm. vois. Donc, comment tu fais aussi? Parce que il y a des gens qui sont militaires, qui vont en guerre, par exemple, pour prendre exemple. D'autres, c'est des chefs d'entreprise qui gèrent 40 000 personnes, euh, qui peuvent avoir des crises. Enfin, un président, je pense souvent aux hommes politiques qui gèrent des choses importantes qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je prends pas parti, mais Tout à fait. c'est des positions, en fait,
Ou parfois on critique le président, mais vas-y, mets-toi à sa place et on va voir si tu tiens même 30 jours sans faire une crise de panique, quoi. Donc, comment tu fais, en fait, comment ça se fait qu'une personne est capable de gérer ça et une autre, elle est complètement. Alors, il y a énormément de Mm. choses dans ta question. Qui Euh, va paniquer alors que il y ouais. a, il y a, il y a la chaudière qui est cassée et c'est la crise dans la maison, tu vois, alors qu'il y a Ah quelqu'un bah, qui gère un pays, tu vois, comment. ça va dépendre de plein de Ouais, choses. Ça va dépendre déjà d'une part de génétique. d'accord. Il y a une part de génétique. Je reviens à ce que je racontais tout à l'heure par rapport à la dopamine. Mm. Exactement pareil, il y a des gens, ils prennent 3 clopes et ils deviennent addicts à vie. Mm. Et puis il y en a d'autres, ils prennent 3 clopes et puis ils en reprendront 3 peut-être 10 ans après, puis encore peut-être 10 ans après, 3, puis peut-être une, puis bon, ça leur fait rien. Bah, parce qu'on n'est pas tous égaux. On n'est Mm. pas tous égaux par rapport à notre production de dopamine, on n'est pas tous égaux par rapport aux récepteurs à la dopamine, hein. Et Ok. il y a ce que l'on appelle un polymorphisme génétique des récepteurs à la dopamine. Donc Ok. nous sommes tous plus ou moins, je dirais, prédisposés génétiquement à être addicts. J'insiste bien, c'est pas parce qu'on a une prédisposition qu'on va forcément l'être, hein. Ouais. C'est vraiment important. Parce que il y a la génétique, mais il y a ce qu'on va en faire, c'est-à-dire l'épigénétique. Comment notre environnement, je reviens à ce que je disais initialement, hein, Mm. comment notre environnement interne et externe va influencer notre génétique et l'expression Ça, c'est passionnant. de nos gènes. Ouais. Et ça, c'est Ouais. ouais, ça, l'épigénétique, ça Ouais. fait partie de mes grands dadas. Mm. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Concernant effectivement ce dont tu parles, il y a une part donc génétique, il y a une part environnementale, il y a une part d'éducation. Mm. C'est sûr qu'un jeune enfant où tout le temps, mettons, son père lui aurait dit ben, t'es nul, t'arriveras à rien, t'es naze, t'es nul, t'arriveras à rien. Ben, et lui, il va pas devenir président de la République, quoi. Mm. Alors que, enfin, il va peut-être le devenir, mais disons que Il y aura un travail sur soi, il y aura un quoi. travail sur soi. De toute façon, c'est vraiment important de comprendre que rien n'est jamais figé, que ce soit la génétique, on va reparler de l'épigénétique, mais ou que ce soit, je dirais, entre guillemets, des traumas. Il n'y a rien de figé, fort heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, je fais juste une petite digression. Quand tout à l'heure, je disais que le stress raccourcissait les télomères, que Ouais. donc le stress, a priori, rendait plus vieux. Il y a Hans Selye, qui est le premier scientifique à avoir travaillé sur le stress, qui disait que quand on était stressé, on gardait une cicatrice moléculaire et que, entre guillemets, on Mm. devait payer le tribut. Et en fait, heureusement, il a été montré que même le stress au niveau moléculaire, au niveau Ouais. des télomères, pouvait également faire l'objet de résilience et qu'avec une pratique, que ce soit la méditation Mm. ou également une psychothérapie, on pouvait avoir des effets au niveau de nos télomères, au niveau de l'allongement de nos télomères. Donc c'est vraiment important de bien se dire que rien n'est jamais figé. Et c'est super d'ailleurs. On parle d'épigénétique, Mm. qui montre bien que notre génome ne détermine pas tout, Ok. mais il y a également ce que l'on appelle la neuroplasticité. On sait très bien qu'un traumatisme du vécu va créer quelque chose au niveau du cerveau, mais que notre cerveau, il est ce qu'on appelle plastique, c'est-à-dire qu'il se reforme, les connexions se reforment, certaines se détruisent et puis d'autres se reforment, et que finalement ainsi, il n'y a rien qui est jamais vraiment figé. Donc on peut faire du travail sur soi. Ouais, j'ai une grosse expérience de l'hypnose, de Mhm. l'hypnose thérapeutique, et c'est vrai que il y a beaucoup de personnes pour lesquelles j'ai été témoin de changements vraiment impressionnants, parfois en très peu de temps. Peut-être parce qu'elles ont eu le petit impulse au bon moment, au bon endroit, le mot qu'il fallait, et pour résoudre quelque chose. Donc on peut vraiment changer. Et c'est vraiment là que j'ai vraiment mis dans le biohacking tel que je le pratique, tout ce que j'ai pu apprendre. C'est-à-dire que je vais utiliser l'esprit pour optimiser le corps, je vais utiliser le corps pour optimiser l'esprit. Quand tu parles de, de cette idée de personnes qui, mettons, ont eu X ou Y chose dans leur vie, euh, ça paraît tout bête, mais une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne pratique Mm. d'activité physique, ça peut les aider également. C'est vraiment très important. Le sport, par exemple, on sait très bien que le sport intense, d'ailleurs, que tu prônes, hein, va favoriser les connexions cérébrales. D'accord? Ça s'est montré, ça favorise un facteur qu'on appelle le BDNF, hein,
le facteur neurotrophique dérivé du cerveau, qui permet justement la croissance cérébrale et les connexions cérébrales. On sait donc que le sport, c'est bon pour le cerveau. D'accord. Donc, super. Ok. Et du coup, par où on commence ce travail sur le stress alors, si tu devais me faire un petit chemin, une roadmap parce que demain, si tu es dans une situation où tu as un travail stressant ou voilà, tu vas pas forcément changer de travail tout de suite. Donc, qu'est-ce Tout à que fait. tu fais on parlait de l'exemple d'un président, d'un chef d'entreprise. Pour l'instant, il va pas changer de carrière. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il peut changer de carrière. Il y a plein de choses. Ouais. La première chose évidemment à faire, tout à l'heure quand je parlais de la kryptonite, la première chose à faire, si on peut, c'est d'éviter les sources de stress. Voilà, D'accord. c'est la première chose à faire. Ensuite, alors, c'est intéressant, parce que tu parlais de changer de travail. Alors, je fais juste une petite digression, on sort un peu du biohacking, mais comme je sais que tu es passionné par tout ce qui est aussi PNL et tout ça, je rappelle la pyramide de Diels. Il y a l'environnement qui est la base. Au-dessus, il va y avoir les comportements. Au-dessus, il va y avoir les capacités. Au-dessus, les croyances, les valeurs. Et au-dessus, l'identité. D'accord. Quelqu'un qui aura un problème de stress, parce que dans son travail, il est stressé, c'est l'environnement. Et de croire que changer d'environnement va régler le problème, c'est bien souvent à l'heure, puisque le stress, ça va être plutôt l'expression d'un comportement ou d'une croyance. Donc l'idée, c'est pas juste de changer d'environnement, mais également de faire un véritable travail sur soi. Pour être plus pragmatique, quand il y a du stress, il y a différents moyens de gérer le stress. Un des plus répandus, c'est la méditation. Ok. Ouais, ok, mais la méditation, honnêtement, c'est chiant. C'est chiant, pas le temps. Je vais pas arrêter mes pensées pendant 10 minutes, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire et J'entends souvent ça, ouais. ça me barbe. Bah, ok, et ben, Moi, j'y arrive pas. il faut comprendre. Ouais. Je reviens toujours à la biologie parce que la biologie, c'est vraiment c'est ce qui explique tout. Je veux dire, nous sommes résultat de notre biologie. Même nos pensées, c'est le résultat d'une biologie. La moindre pensée, la moindre émotion, c'est de la neurochimie, c'est de la biologie. Ok, on va revenir donc à la base. Le stress, c'est quoi? Le stress, c'est l'activation d'un système au niveau cérébral que l'on appelle le système autonome. Nous avons donc un système du cerveau de nos pensées, on va dire, tout ça, c'est le conscient, la pensée rationnelle, c'est, on va dire, le cortex cérébral. Et puis, nous avons toute une part très instinctive, très intuitive, qui va réguler aussi toutes nos fonctions vitales, fréquence respiratoire, fréquence cardiaque, digestion, système immunitaire. Et en fait, cette phase un peu automatique a deux versants. Il y a ce que l'on appelle, dans ce système autonome, le sympathique. Le sympathique, c'est, même si l'effet n'est pas sympathique, mais c'est fuir ou combattre. D'accord? Ouais. Je suis face à un stress, je dois fuir ou combattre. Et il y a le parasympathique, c'est le repos, la digestion. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on est exposé à un stress, notre cerveau, il va déclencher le même mécanisme parce que je suis en face de mon patron qui me stresse que mon très lointain ancêtre Cro-Magnon qui était face à un tigre à dents de sabre. D'accord. C'est le même mécanisme qui se déclenche. C'est-à-dire que quelque part, mon corps, mon cerveau perçoit mon patron qui me fait flipper comme un prédateur qui peut me tuer. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais déclencher tout un tas de mécanismes qui servent à la fuite ou au combat. Donc je vais avoir une hausse d'adrénaline pour courir plus vite ou pour avoir plus d'afflux de sang dans les muscles. Et si ça continue, je vais avoir du cortisol qui va m'amener du sucre, puisque le cortisol augmente le taux de sucre dans le sang. Donc ça va m'amener du sucre pour avoir de l'énergie pour fuir ou combattre. D'accord. Mais une fois qu'on a toute cette énergie accumulée par le stress, qui n'est pas utilisée, ben finalement, c'est un peu comme si elle se retournait contre nous. C'est un peu comme si on combattait notre propre corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le stress? On va à la salle de sport, par exemple. Et du coup, on évacue. On évacue, ouais. On évacue le stress. Le sport est un excellent moyen. Qu'est-ce qui se passe quand tu as fait une séance de sport? T'es bien. T'es gavé d'endorphines, tu fais de la dopamine, tu as de la sérotonine, t'es bien. Il n'y a pas d'autre. C'est clair. Donc ça, c'est une méthode. Alors, méditer, c'est super, mais il faut avoir envie de le faire. Il faut être open pour le faire. Le sport, c'est une excellente manière. Prendre une douche froide, à la rigueur, pourquoi pas? Ça paraît peut-être contre-intuitif, mais
pourquoi pas, voilà, tu as un grand stress, tu prends une douche froide, voire tu fais ta séance de Donc, sport en et fait, puis tu voilà, vas aller dans le sens du sympathique, c'est ça? Dans un bah, premier temps. C'est-à-dire que tu as ce sucre en plus, tu as cette il faut adrénaline, l'utiliser, il faut l'utiliser, il quoi. faut Et comme l'utiliser. quoi tu peux pas casser la gueule à ton patron, ou c'est déconseillé, On pas peut, possible, mais c'est pas voilà. bien, c'est pas, Du on n'a pas le coup, droit. tu vas aller plutôt faire ta séance de sport, Bien sûr. taper sur un punching bag. Bien sûr, il faut utiliser puisque Ouais. on a accumulé, Mmh. on a accumulé un système qui est là pour fuir ou combattre. Eh bien, il faut donc faire en sorte d'utiliser ce qui sert à fuir ou combattre. Qu'est-ce qui sert à fuir ou combattre? Nos membres, Ouais. nos membres. Et Donc, je vais te dire autre chose. complètement clair. Dis-moi si tu me valides, mais moi je trouve quelque chose qui m'a beaucoup servi, c'est par exemple, tu es dans cette situation face à ton patron, ou ça m'est arrivé avec ma mère par exemple, Mmh. elle me dit un truc qui vraiment me casse la tête. Mmh. Et au lieu de rentrer dans ce truc-là, bah, en fait, je dirais exprimer vraiment sa colère. Mais sans forcément insulter, sans violence justement. Mais là, ce que tu me dis, ça me met vraiment en colère. Et tu vois, et cette décharge de colère, de la mettre sur la table, Bien sûr. moi je trouve que Alors, ça liquide déjà le sentiment qui est présent, et ça permet d'avancer. tu as très bien amené Mmh. ce concept hein, là en l'occurrence c'est de la CNV, hein, communication non violente, et ce que tu as dit était tout à fait juste, c'est-à-dire non pas dire à la personne t'es dégueulasse, Mmh. par exemple, ou tu me fais chier ou quoi que ce soit, c'est ce que tu fais me provoque ceci. Parce Mmh. qu'on n'est jamais agressif en fait quand on dit ça, Quand on parle de soi. quand on parle de soi. Ouais. Si, mettons, voilà, un patron dit ouais, t'as pas fait ton travail, c'est nul, et qu'on a envie de se chauffer un peu et de dire au Mmh. patron, non mais attendez, enfin franchement, vous m'avez pas donné les indications Tout à fait. suffisantes, hein. Vous m'avez pas, vous m'avez Ouais. pas été assez Donc là, tu précis. accuses. C'est le tu qui tue, comme Ah on bah, dit. donc tu accuses. À partir du moment où Donc l'autre va se sentir agressé. voilà, à partir du moment où la il dit: dispute «Bah, commence. écoutez, là, avec ce que vous m'avez donné comme indication, effectivement, je n'ai peut-être pas bien compris le message de ce que vous attendez». Et en fait, donc ça induit chez la personne, chez le patron, le fait de se dire: «Ah OK, donc j'ai peut-être pas été clair Ouais. dans les explications que j'ai pu donner». Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Là encore, c'est aller dans le sens plutôt que chercher à être, frontal, et c'est pareil D'accord. par rapport au stress. Aller dans le sens, dans un premier temps, plutôt que d'être, frontal. Moi, je déteste Et je vais oui, jusqu'à pardon. ce sens-là, je vais même jusqu'à justement, professionnellement, ça peut ou pas, ça dépend du niveau d'intimité qu'on sûr. a dans son entreprise ou pas, mais vraiment d'exprimer cette émotion-là. Ce Je suis vraiment en colère, et peut-être dire après: «Eh, moi j'ai jusqu'au 20, pour, avril pour faire ce truc-là, alors qu'on est le 10, donc en fait, c'est pas encore justifié de me réclamer ce rendu». Quelque chose comme ça, tu vois? Et du coup, le fait d'exprimer cette colère, il y a parce que c'est comme si elle se retournait contre soi-même sinon, si on l'exprime pas, et qui va générer ce stress, ce truc-là, Comme tu as coutume tu de vois? me dire, même si c'est un Ouais. peu cucul à pralinette, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, D'accord. tout ce à quoi je fais Mmh. face s'efface. Ça paraît cucul à pralinette, Il y a une mais forme de respect de soi aussi. tout à fait. Ben, bien sûr, parce que Mmh. le fait de ne pas exprimer, le fait de ne pas extérioriser, je reviens toujours à ça, on se Mmh. met dans une situation de stress, donc de fuite ou de combat. Et ben, le fait d'exprimer, c'est aussi une façon de se battre, hein, d'une certaine manière, hein. Donc, L'affirmation de soi l'aff- serait-elle, justement, quelque chose une forme qui de défense, en une tout forme cas. ouais. Donc, défense, combat, c'est la même chose, hein, qu'on soit actif ou passif dans le rôle. Donc, en tout cas, l'idée, c'est finalement d'aller dans le sens de ce que notre corps exige, hein. Ouais. Notre corps, il demande ça. Donc, l'idée, c'est d'aller là-dessus. C'est pour ça que moi, je suis toujours très gêné, et je trouve toujours un peu bébête, Dis-moi. de parler de gestion du stress ou de Ouais. combattre le stress. Ouais, je trouve ça un peu si ça me gêne. C'est nul. Mais le stress, ça se combat pas. C'est comme si C'est tiens, la vie, c'est la vie, en je vais fait. combattre ma digestion. Ouais, c'est ça. Bah, c'est complètement con. C'est un système, Je vais qui fait combattre les partie de toi. hormones, hein. Ouais. Ben non, je suis comme ça, donc je vais pas combattre, hein. On combat pas sur le stress. Il y a quelque chose aussi qu'il faut pas oublier. Moi, il y a Et peut-être que justement, on réprime tellement de choses, parce que socialement, on n'a pas appris à exprimer de façon saine oui, toutes ces choses-là, c'est ça le stress. Parfois, on se l'inflige à nous-mêmes, bah, finalement. bien sûr, mais le pire stress, c'est celui qu'on s'inflige à nous-mêmes, Mmh. et c'est ça qui nous bouffe. Mmh. Donc, puisque de toute façon, il faut exprimer ce stress, exprimons-le par les mots, exprimons-le par l'activité physique, mais en tout cas,
utiliser ça. Et en plus, le problème de ce stress, comme je disais, le sympathique, c'est la fuite Ah et oui, le combat. Le parasympathique, c'est le repos et la digestion. Et ben, quand on est stressé, on va mal digérer, on va mal se reposer, on va mal récupérer. Mal digérer, ça va faire quoi? Pas bien au niveau des neurotransmetteurs et kryptonite, patatras. voilà. Ouais. Et du coup, moi, quelque chose qui me sert beaucoup et dont j'entends beaucoup parler, c'est justement une fois que, ok, tu as le penchant bien l'exprimer, son sympathique, aller au bout de ça, au bout de cette expression, de cette envie, mais sans violence. Et une fois que c'est fait, avoir un ou plusieurs moments dans la journée où on va forcer un peu le parasympathique. Alors, oui, Donc méditation, par exemple. méditation, alors Ouais. en sachant là encore que méditation, bah, faut avoir envie. Ouais. On va dire que le système qui, à mon sens, est le plus intéressant et aussi un des plus étudiés, c'est la respiration de cohérence cardiaque. En tout cas, le jeu sur la respiration, puisque la respiration a cet extraordinaire avantage d'être la seule fonction vitale sur laquelle on a une prise consciente. Ok. Puisqu'on n'a aucune prise consciente sur la fréquence cardiaque, sur notre immunité, sur notre système digestif. Alors que la respiration, on peut la moduler, on peut l'accélérer, on peut la ralentir, on peut la bloquer un certain temps. Donc on a donc, via la respiration, une possibilité d'avoir accès à toutes nos fonctions automatiques. Par exemple, D'accord. si je te dis augmente ta fréquence cardiaque, tu vas pas pouvoir le faire. Par contre, si je te dis d'augmenter ta respiration comme si tu étais en train de faire un sprint, tu vas augmenter par voie de conséquence ta fréquence cardiaque. Tu vois? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ta respiration va jouer sur ta fréquence cardiaque. Euh, Puisque finalement, on n'a pas accès à tous ces systèmes automatiques, mis à part la respiration. Une autre manière d'activer tout ce qui est automatique sont les émotions. Les émotions, c'est un mécanisme inconscient. Quand on a une émotion, ça va accélérer notre fréquence cardiaque, ça va nous faire dresser les poils au niveau des bras. Peut même accélérer notre transit. Donc l'émotion va agir sur le système automatique du corps. Mais juste avant de parler justement des comment, quel est l'avantage justement d'activer consciemment, au moins une fois par jour, ce système parasympathique? Bah, je vais utiliser un terme avec lequel je suis pas hyper fan, mais entre Mm. guillemets, ça le booste en fait. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Je reviens à ce Mm. que j'expliquais tout à l'heure au niveau cellulaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entraîne notre corps à une certaine pratique, eh bien, il doit s'adapter. Notre corps, en fait, il est là pour s'adapter. Il est là pour retrouver un état d'équilibre. En fait, notre corps, il vise à notre économie d'énergie. Il vise à faire en sorte que tout soit facile. Et donc, notre corps, il va s'entraîner, puisqu'il se dit, eh ben, tiens, on a beaucoup besoin de mon parasympathique, ben, il va falloir qu'il soit efficace. Donc, c'est un petit peu comme si on était capable de booster notre Bien. parasympathique. Parce que j'entends que souvent on reste un peu coincé dans le sympathique et que du coup on n'a pas accès à ce vrai repos profond, que ce soit en journée ou un vrai sommeil réparateur. Et du Bah, coup, peut-être que de l'enclencher, ça peut permettre justement de retrouver on entraîne le ouais. corps et l'esprit de toute façon. Le corps et l'esprit, comme je disais, c'est pas des éléments figés, on peut les entraîner. On peut entraîner l'esprit, effectivement, en méditant, en se concentrant. On est très rarement dans l'instant présent, en fait. Mmh. D'ailleurs, c'est intéressant, je fais une petite digression, mais parfois on considère que l'hypnose, c'est un état qu'on appelle modifié de conscience, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Donc un état finalement où on est à la fois là et pas là. Et on a envie de croire que on est parfois en hypnose. Mais quand on y réfléchit bien, on est 99% du temps en hypnose et qu'il n'y a que quelques moments où on est vraiment là dans l'instant présent. C'est très rare en fait en soi d'être dans l'instant présent. Là, on parle, nous sommes à la fois dans l'instant présent en s'écoutant mutuellement, mais il y a des moments où on déconnecte de notre dialogue en se disant, tiens, de quoi je vais parler juste après? Et pendant un certain temps, on se détache de l'instant présent. Donc finalement, et c'est là la beauté de la méditation, c'est que ça oblige l'esprit finalement à revenir toujours à l'instant présent, chose qui finalement n'est pas du tout intuitive. D'accord. Donc, on revient à, donc on se disait pour activer le parasympathique, méditation, c'est option 1. Méditation. Exercice de respiration, c'est une option 2. Mm. Alors, c'est intéressant parce que quand je parle aux alphas,
de morning routine, de routine du matin, Oui, c'est un moment privilégié où mettre en place quelques petites routines comme ça, comme la respiration, la méditation, tous les matins, au moins tu es sûr de l'avoir fait, ou le soir avant de se coucher, c'est vachement bien. Et qu'est-ce que tu recommanderais d'autre à part respiration, méditation pour activer le parasympathique? bah, les massages, faire l'amour, Ouais, ouais, heu, massage, ouais. l tout ce qui est en rapport avec le corps. Il y a quelque chose il faut bien avoir toujours en tête, je Les reviens câlins, toujours à hein? les câlins. Des câlins? Je reviens toujours à la biologie, mais Mmh, biologiquement, je dirais embryologiquement parlant, le cerveau et la peau viennent du même tissu, hein, ce qu'on ok, appelle le neurectoderme. Quand l'embryon se crée, il y a une partie de 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 ce feuillet qui se trouve à l'extérieur de l'embryon qu'on appelle le neurectoderme et une partie de ce neurectoderme va va s'invaginer à l'intérieur de l'embryon. Ça va donner ce qu'on appelle le neuroderme, donc le cerveau et la moelle épinière et l'autre partie va rester ce qu'on va appeler l'ectoderme, ça va donner la peau. Donc mais de base, la peau et le cerveau, c'est exactement le même organe. C'est ce qui d'accord, explique que les câlins, ça fait autant de bien. Donc d'accord, n'hésitez pas à faire des câlins. d'accord. Donc, méditation, respiration, câlin, faire l'amour, Mmh. massage. Massage. Est-ce qu'il y Après, a autre chose? écouter de la musique, Musique? tout ce qui nous fait du bien. Alors rire, Rien? se forcer à rire, chanter, Chante? chanter sous la douche. C'est très, très bon. D'accord. Alors après bon, on adhère ou on n'adhère pas, mais par exemple, il a été montré que la prière augmentait Bien sûr. le parasympathique. Donc finalement, il y a plein d'activités, qui permet justement d'activer le parasympathique, la lecture, et finalement, ça paraît bête, de dire ça, mais quand je reviens sur ce que je disais, le biohacking, c'est beaucoup beaucoup s'occuper des bases. Mmh. Maintenant, on a l'impression que redire à des gens plus jeunes: «Bah, ça serait bien que tu lises», on paraît un peu old school et on a l'impression que: «Waouh, c'est génial, lire, c'est du biohacking, quoi». Mais quelque part, c'est vrai, ça oblige à retrouver plein de choses, du contact avec la feuille, l'imaginaire, parce que quand on lit, ben, il faut, Mmh. créer son imaginaire. Alors quand on regarde une vidéo, l'imaginaire, il est donné, en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand je parle du biohacking, que je dis: «Ben, le biohacking, c'est, mais enfin, éviter de stresser, c'est bien dormir, c'est bien manger, c'est faire un peu de sport». Il y a des gens qui me disent: «Ouais, OK, mais enfin, si c'est que ça, c'est C'est enfin». la même chose que les bons préceptes de santé, c'est Ouais, ça? c'est ça, c'est des principes de base, quoi. Ouais. Enfin, à la rigueur, c'est de la naturopathie, quoi, Mmh. Je dis: «Bah, ouais, mais ça, c'est le début». C'est-à-dire que si tu as pas ce début, ça sert à rien de faire du biohacking. Mais moi, après, je peux te parler du biohacking et des compléments alimentaires, des choses simples. Je peux te parler de biohacking et des compléments alimentaires beaucoup plus, costauds au niveau de la chimie de l'organisme, de leur effet, et cetera. Heu, Est-ce qu'il y en a un dont tu aimerais parler, un complément alimentaire, qu'on puisse trouver facilement, je vais te faire qui a plaisir. vraiment qui fait vraiment du bien? Alors, je vais te faire plaisir, la Mmh. créatine. D'accord, vas-y, parle-moi un peu de créatine. Non, on Ouais, va pas trop parler de créatine, tu parles beaucoup de créatine, mais c'est vrai que, voilà, la créatine mmh, qui a été beaucoup, beaucoup, critiquée et cetera. Bon, oui. c'est voilà que c'est le complément alimentaire peut-être qui a été le plus étudié Mmh. et qui a le plus d'intérêt. Alors, tant pour ta partie, très Muscu, physique, ouais. hein, muscu, mais Mmh. on sait très bien que ça améliore les fonctions cérébrales. Donc voilà, la créatine, personnellement, ça fait partie de mes compléments alimentaires, Préféré, effectivement, préférés. Heu, c c'est ouais, super d'en prendre en continu, ouais. c'est un incontournable et on sait Mmh. très bien que ça pose, pas de problème existentiel. Donc voilà, mais là encore, je dis le biohacking, on peut chercher des compléments alimentaires qui vont, favoriser la longévité, hein. Personnellement, Ah bah, j'allais dire, ouais. je prends beaucoup de compléments Est-ce que alimentaires. tu peux en donner un, par exemple, qui favorise la longévité? Alors, c'est, compliqué parce que, en fait, il y en a beaucoup qui sont proposés et après c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de recul parce que beaucoup sont faits sur des modèles animaux. Ouais. Mais par exemple, il y a la spermidine, la ficétine, la quercétine, le resveratrol, la nicotinamide mononucléotide, il y en a énormément. Alors, c'est difficile de voir parce qu'il y en a qui améliorent, par exemple, c'est le cas du NMN, la nicotinamide mononucléotide, qui améliore la durée de vie et l'énergie manifestement des souris. Donc on a transposé ça et on se dit: On «Ben». n'est pas sûr encore que ça marche chez les hommes, mais Alors il y a des chances que. il y a des chances que, Ouais. bon, maintenant une chose est claire, il y a quelque chose aussi qui a été montré, que ce soit dans l'espèce humaine ou les espèces animales, c'est que le facteur number one d'augmentation de la longévité,
c'est la restriction calorique. Pam, pam, pam. Sans malnutrition. Les alphas, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, mais c'est Oui. tout à fait vrai. Donc Euh, voilà, est-ce qu'on peut aborder ce thème de longévité? Je voulais en parler un peu. Bien sûr. Donc, c'est peut-être une obsession aujourd'hui, parce que quelle est la peur la plus grande de n'importe quel être humain? C'est la mort, tout simplement. On n'y pense pas, on fait un déni. Je pense que d'ailleurs ce déni doit être inscrit dans notre biologie, parce qu'on n'a pas envie de penser à la fin. Totalement. Et du coup, maintenant qu'on vit dans un confort, qu'on parlait de pyramide, la pyramide de Maslow, dans la société actuelle, en tout cas si tu vis dans un pays moderne, c'est à peu près géré, les bases, les besoins de base. Quoi qu'on en dise et qu'on proteste, en fait, on a quand même tout ici. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste? Quelle est la seule chose qu'on peut pas juste demander à la société de nous donner? C'est plus de temps de vie ou d'être immortel. Bien Donc, sûr. la longévité, ça devient un vrai sujet. Et non seulement de la longévité en années, mais en qualité. Parce que, Alors justement, c'est quelque chose Voilà. sur lequel j'insiste. Moi, je dis le biohacking, hein, puisque justement, l'idée, il y a plein de secteurs dans le biohacking, mais évidemment, ayant cette formation aussi de médecine anti-âge, moi, je suis très intéressé par la longévité. Et c'est vrai que une de mes phrases clés, c'est le biohacking n'est pas là pour ajouter des années à la vie. Non, c'est là pour ajouter de la vie aux années. C'est-à-dire que D'accord. Parce que la crainte, souvent, quand on entend, j'en ai parlé à mon père, il faut, faut que tu fasses des trucs pour la longévité, mais ouais, non, mais je m'en fous, moi, je veux pas être un vieux qui peut plus rien faire. Bah, Et je lui dis, mais c'est pas ça. non, moi, je vois, je prends l'exemple de mes parents parce que voilà, c'est un exemple qui me touche et qui, je pense, pourra bien expliquer ce que je voudrais exprimer. Moi, mon père, il avait vraiment toute sa tête jusqu'à la fin et il est mort d'une leucémie. Avec en plus, bon, il avait pas mal de maladies chroniques que justement une bonne hygiène de vie peut éviter, hein, diabète, hypertension, cholestérol, hein, et surpoids, hein, donc forcément, c'est pour ça que je reviens toujours au basique, hein, le basique permet d'éviter diabète, cholestérol, surpoids et hypertension. Donc voilà, il est mort d'une leucémie, donc c'est le corps qui a lâché avec en plus un terrain qui était pas optimisé. Et il est mort à 83 ans, je crois. Ma mère est morte peu après avec une maladie d'Alzheimer. Alors elle, le corps, il était à fond, sauf qu'elle a fini par faire un accident vasculaire. Mais le corps était à fond, mais par contre, elle avait une maladie d'Alzheimer. C'est intéressant. Donc, on avait les deux opposés. Voilà, donc c'est vrai que, d'ailleurs, c'est beaucoup à travers la mort de mes parents que j'ai décidé d'appliquer finalement. Moi, je m'intéressais au biohacking, à la médecine anti-âge. Je proposais, je donnais beaucoup de formations au-dessus, d'éléments, de conférences, d'interviews. Mais c'est vrai que voilà, je n'avais pas vraiment pratiqué ça chez moi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pratiqué tout ce que j'avais appris, ben, voilà, j'ai perdu 15 kilos. Maintenant, j'ai plus d'énergie. J'ai aussi fait un petit passage chez Alpha Body, donc ça aide. Enfin, en tout cas, il y a vraiment une prise de conscience. Et c'est vraiment important de parler plus de la qualité de vie que de la durée de vie. Et là, je vais utiliser les termes anglais, mais maintenant, les Anglais, ils parlent plus trop du lifespan, c'est-à-dire de l'augmentation de la durée de vie. Ils parlent plutôt du health span, c'est-à-dire de l'augmentation de la durée de santé. Et c'est vrai que, voilà... Parce qu'on entend souvent, si je dis à quelqu'un, c'est bien de vivre longtemps, il me dit, ouais, mais moi, je veux pas être le petit vieux qui peut plus rien faire, qui est tout cassé. Et on est d'accord. Ça n'a pas d'intérêt. Si c'est pour vivre jusqu'à 80 ans comme un légume, moi, je préfère m'arrêter bien plus tôt. Et puis, et voilà, le gars qui a beaucoup développé le biohacking aux États-Unis, qui s'appelle Dave Asprey, bon, lui, il a été très loin, puisque injection de cellules souches, enfin, lui, mais c'est cool. Je veux dire, si c'était plus facile de le faire en France, je pense que je l'aurais déjà fait. Mais en tout cas, l'idée de Dave Asprey, c'est de vivre jusqu'à 180 ans. Lui, il s'est mis sur ce truc-là. Il y a un autre jusqu'au-boutiste, biohacker jusqu'au-boutiste, qui, je crois qu'il a 43 ans et il a le corps d'un jeune de 18 ou 20 ans. Mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Le gars, du matin au soir, il ne fait que s'occuper de lui, de son corps. C'est souvent une des critiques que j'ai pour les gens qui sont obsessionnels de santé, parce que incroyable. dans mon milieu, forcément, je connais des gens qui sont comme ça. Et parfois, je me dis, mais attends, t'as une routine du matin, elle dure pas 1 heure ou une demi-heure comme la mienne, c'est 4 heures. Non, qu'en fait, si tu enlèves ces 4 heures,
tu les multiplies par tes jours de vie, en fait, tu es en train de raccourcir ta vie de beaucoup plus que le temps en années que tu rajoutes. Ouais, bien sûr. Donc, tu raccourcis ta vie horizontalement au lieu de la raccourcir verticalement. C'est maintenant qu'il faut kiffer, c'est maintenant qu'il faut la vivre, en fait. Donc, il y a aussi cette notion de bénéfice-risque, entre guillemets, ou de... Enfin, ça devient con, en fait, si tu passes trop de temps à t'occuper de toi. Parce que le but de ton véhicule, c'est pas productif. de s'en servir, au Bien final. sûr, c'est Donc, pas productif. Enfin, c'est vraiment important, l'espèce d'obsession là de vouloir tout contrôler, enfin, finalement, c'est maladif et c'est on en vient à la thérapie. on en vient à la thérapie. Il y a quelque chose à traiter, probablement. Ouais, c'est ça, il doit y avoir quelque chose à traiter parce que finalement, alors Et je dis ça sans jugement, mais à l'inverse, sincèrement, il y a- c'est quand même aussi dommage. Moi, je peux comprendre aussi les gens qui disent, bah, moi, j'en ai rien à faire, je préfère bouffer de la merde. Là, t'as les deux extrêmes. T'as ceux qui disent moi, je m'en fous, je suis là pour C'est ça, profiter. je m'en fous, je vais cloper toute la journée. De toute façon, si je meurs à 50 piges, je m'en fous. Ben ouais, mais il y a peut-être un bon intermédiaire. Je veux dire, finalement, après, il y a aussi une certaine conscience d'être, et puis éventuellement pour ceux qui ont des enfants et tout ça. Voilà, moi j'ai des enfants, j'en ai 4. J'ai quand même envie de profiter d'eux. J'ai envie de profiter aussi des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Après, au-delà, On verra. Ouais. on verra. Donc, ce qui est vraiment important, c'est cette notion de qualité de vie. Et toujours pour ça, avoir une hygiène de vie correcte. Et si on peut effectivement la maximiser, bon, on parlait de la restriction calorique, on sait très Ouais, juste, je t'arrête un peu. J'ai besoin que tu m'en parles. J'ai besoin que tu m'en dises un peu plus sur la restriction calorique. Dans Bah, quelle mesure, comment on s'y prend et pourquoi ça marche. Alors, surtout, on va parler du pourquoi ça marche. En fait, là encore, je reviens toujours sur cette fameuse base, notre biologie. Nous avons un corps qui est à 99,9% identique à nos ancêtres cro-magnons. Ok. Et nous lui donnons un style de vie qui a quelques dizaines d'années. Ça ne veut pas matcher. Nous sommes à une époque où à toute heure du jour et de la nuit, j'appelle Uber Eats et je me fais livrer de la bouffe. Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Donc finalement, on a un Même il y a style de 100 vie- ans, en fait. Mais voilà, c'est ça de rien du tout. Finalement, allez, on va dire que nos habitudes alimentaires, elles ont 50 ans pour être large. Donc évidemment, ça peut pas matcher. Notre corps, il est fait pour avoir des Ah. périodes de disette. Il est Et- fait pour avoir faim. Un truc qui me fait beaucoup rire, c'est j'ai des personnes proches de mon entourage, plus ou moins proches, et j'ai l'impression que souvent ils disent j'ai faim. Et ils ont besoin de Ouais. répondre à cette impulsion de manger tout de suite. Ouais. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'épate parce que parfois j'ai faim, mais c'est pas important. Peut-être que je suis fait comme ça ou je sais pas. Et je peux rester avec avoir faim très longtemps Ouais. et manger. Mais 5 le heures ou fait 6 heures d'avoir plus tard, faim, tu vois. ça augmente la durée de vie. Parce que justement, D'accord. en fait, qu'est-ce qui se passe quand on a une restriction calorique? Notre corps, il est obligé de se bouffer lui-même. Ça s'appelle l'autophagie. Ok. Et donc, il est obligé de consommer, il va consommer ce qui est le moins important, c'est-à-dire les cellules vieilles, fatiguées et malades. Donc, c'est déjà bien. Ça fait du recyclage. Et effectivement, si on est trop long, il va aller bouffer les muscles. Et c'est pas bien. On va pas manger les muscles. C'est pas bon. C'est pas bon de manger les muscles. Mais en tout cas, au début, c'est bon. On se mange soi-même. On diminue les toxines, on élimine les cellules mortes, etc. D'accord. Et en quoi ça va provoquer une longévité accrue? Sans aller jusqu'à des choses compliquées, en fait, on a des systèmes de régulation de l'énergie cellulaire et du vieillissement des cellules, ça qu'on appelle le système mTOR, etc. Et le fait de la restriction calorique va influencer justement tout ce système mTOR qui est finalement un système très ancien qui va vers notre survie. Notre corps est fait pour jeûner, notre corps est fait pour connaître la disette, notre corps est Ouais. connu pour ça. C'est ce que je dis souvent aux gens à qui j'explique le jeûne intermittent. Ils me disent ne pas prendre de petit déjeuner, mais c'est hyper mauvais. Oh, je vais être en hypoglycémie. Ah là là, c'est la catastrophe. Et je dis attends. Bullshit. Les hommes des cavernes, ils mangeaient un truc, et après, pendant 2-3 jours, ils mangeaient rien. Tout à fait. Et après, ils remangeaient. En fait, ton corps, il est fait pour ne pas manger pendant longtemps. Et il est surtout fait pour pas manger le matin et surtout Ouais. pas manger de choses sucrées. Ça va pas se casser. Bien sûr. T'inquiète, ça résiste. Ah, Tu vois. Donc, il stocke de en l'énergie. fait, on a des réserves Ouais. de sucre à travers le glycogène pour à peu près 2-3 jours, pour être large. On a des réserves de gras pour 30-40 jours. Ouais. Ok, Denis, bah écoute, merci. Merci à toi. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je me suis beaucoup amusé
en faisant ce podcast. On est rentré vraiment dans une petite connexion à la fin. Ouais, où c'était cool. ça fusait. Et malheureusement, on va devoir s'arrêter là, parce que l'heure tourne. Et pourquoi pas se voir une autre fois pour parler Avec de plaisir, pour certains aller plus thèmes loin. qu'on n'a pas abordés aujourd'hui. Génial. Merci Denis, c'était Grand merci vraiment à un toi. plaisir. À bientôt. Allez, ciao. À bientôt les alphas.